Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous cet après-midi. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un beau panel qui couvre l'entièreté ou presque du territoire canadien. Là. On va d'est en ouest de la Nouvelle-Écosse jusqu'à l'Alberta. Un panel aussi tout féminin à l'aube des célébrations de la Journée internationale des droits des femmes. Donc, c'est bien qu'il y ait des femmes qui soient visibles dans l'espace public comme nos trois panélistes le sont pour aborder les questions de langue officielle. On l'a vu depuis les derniers mois, ça bouge quand même, certains diront pas assez vite, là, mais il y a quand même des choses qui bougent sur le terrain des langues officielles. Il y a un document qui a été déposé le 19 février dernier avec les propositions de réforme du gouvernement fédéral pour une nouvelle loi sur les langues officielles. Donc, pour vous mettre en contexte, la loi qui remonte quand même en 1969 et qui n'a pas connu de révision majeure depuis la fin des années 80. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous pour parler de nos espoirs pour le futur de la loi sur les langues officielles. D'abord, Marie-Claude Rioux, qui est linguiste de formation et directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Nous avons également avec nous Stéphanie Chouinard, professeure de sciences politiques au Collège militaire royal de Kingston et à l'Université Queen's, qui publie des analyses dans l'Acadie Nouvelle, l'Actualité et Policy Magazine. Donc, vous pouvez la suivre pour ses analyses sur le contexte politique canadien. Et nous avons également Sheila Risboud, qui est présidente de l'Association canadienne-française de l'Alberta. Comment les choses vont fonctionner pour la prochaine heure et demie? D'abord, ça va être une discussion autour de questions sur le futur de la loi sur les langues officielles. Et ensuite, le terrain va vous appartenir. Donc, je vais vous inviter à poser vos questions soit en levant votre main ou en les tapant dans le chat. Je vais essayer de faire le suivi tant dans le chat qu'à l'oral. Donc, pour lancer les discussions, je voudrais demander aux panélistes quelle serait votre vision idéale de cette loi sur les langues officielles réformée. Quels sont les éléments à ne pas négliger absolument? On l'a vu dans le document qui a été déposé en février. La ministre Joly et son équipe introduisent l'idée d'une asymétrie pour les langues officielles qui reconnaît que le français n'a pas le même poids que l'anglais et a peut-être besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire pour atteindre cette égalité réelle qui est souhaitée. Est-ce que ce principe d'asymétrie est essentiel pour assurer l'épanouissement des francophonies canadiennes et de quelle façon? Donc, des questions en bloc comme ça. Puis, je vais d'abord demander à Marie-Claude Rioux de prendre la parole sur ces questions. Puis, on va enchaîner par la suite avec Stéphanie Chouinard et finalement avec Sheila Risboud pour cette première série de questions. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous. Là, j'entends de l'écho, mais là, c'est mieux. Vous m'entendez bien? OK, je dois m'excuser. Imaginez-vous que la technologie étant ce qu'elle est, en voulant me brancher, je viens juste de me rendre compte que mes piles ne fonctionnent plus dans ma souris. Alors, je vais essayer de régler ça pendant qu'on continue le panel, mais pour l'instant, je suis sur mon iPad. Alors, l'important, c'est que je suis là. Alors, oui, question d'asymétrie. C'est essentiel. C'est essentiel d'abord parce que les communautés francophones et acadiennes du Canada sont dans une situation, disons-le, assez précaire quand même. Et c'est un principe quand même de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Mahé, si je ne me trompe pas, que des résultats, pour arriver aux résultats égaux, ça prend des moyens différents. Et je crois qu'enfin, le gouvernement fédéral comprend cette nécessité de traiter les deux communautés de langue officielle de façon différente et de donner peut-être un peu plus de moyens à la francophonie canadienne. Donc, oui, c'est absolument essentiel et c'était nécessaire depuis plusieurs années.
Puis, si on vous demandait, c'est quoi les éléments essentiels à intégrer dans cette nouvelle réforme-là, à côté de quoi on ne peut pas passer, là? Je vais passer le micro à Stéphanie Chouinard en attendant que Mme Rioux puisse régler ses problèmes techniques. D'accord, ben merci. Première des choses, Valérie, d'avoir accepté d'être notre hôte pour la conversation d'aujourd'hui. Merci à l'ICAF d'avoir organisé le panel. Merci à tout le monde de s'être joint à nous cet après-midi. Donc, une loi sur les langues officielles idéale, je vous dirais qu'il y a un paquet d'éléments qui sont importants à voir dans le texte de loi, mais une loi idéale, c'est une loi que dont les citoyens savent se servir et dont ils se servent. Parce que c'est bien beau d'avoir une belle loi, bien peaufinée, bien écrite, bien packagée, si les citoyens ne s'en servent pas. Et surtout quand on parle de droits pour une minorité, cette loi-là, elle ne sert à rien, finalement. Et donc, je pense que c'est fondamental de revoir, par exemple, les pouvoirs du commissariat aux langues officielles. Ça, je pense que c'est un bon coup. À savoir comment ça va fonctionner, ça sera quoi le libellé de la loi. J'ai encore des questions par rapport à ce qu'on a vu dans le plan de réforme de la ministre, parce que c'est bien beau d'avoir un plan de réforme, mais ça prend quand même un projet de loi qui va étoffer un peu la vision qui a été présentée. Donc ça, je pense que c'est important. De mettre l'emphase sur la protection du français, je pense que c'est aussi quelque chose qui devenait de plus en plus évident en termes d'éléments essentiels. Par contre, sur cet enjeu-là, une chose qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que depuis le dépôt du plan de réforme de la ministre Joly, elle s'adresse surtout aux convaincus. Elle va prêcher pour sa paroisse et elle a très peu parlé jusqu'à maintenant à la majorité. Et là, je pense qu'il y aura peut-être la possibilité qu'il y ait un peu plus d'accrochage. Je ne sais pas si vous avez vu la même chose que moi, là, mais pour le moment, il semblerait que la communauté majoritaire ne soit pas vraiment au courant qu'il y aurait la possibilité d'avoir un changement de direction quand même assez fondamental à la loi sur les langues officielles. Je pense qu'un autre élément qu'on retrouve dans le plan de réforme de la ministre, c'est d'avoir une loi qui parle au contexte actuel. Donc, je pense qu'on va faire un bon coup en mettant la main à la pâte du point de vue de Radio-Canada, en parlant, par exemple, de tout ce qui a trait au numérique. Parce que c'est là qu'on va rejoindre notamment les plus jeunes. On sait qu'il y a de moins en moins de Canadiens qui ont le câble à la maison, mais qui vont faire du streaming, par exemple, qui vont aller chercher leur matériel culturel via Internet. Or, pour le moment, les services en français de Radio-Canada ne sont pas couverts par la licence du CRTC, par exemple, sur Internet. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont essentiels, mais pour moi, ça revient à comment est-ce qu'on communique à la population canadienne ce qu'on est en train de faire, comment est-ce qu'on s'assure que les citoyens savent comment se servir de cette loi-là, quels seront les leviers qu'on offre aux citoyens et comment on les communique. Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole à Sheila Risboud. Oui, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de participer puis surtout d'être entourée, comme vous avez dit, de femmes fortes dans la francophonie canadienne. C'est vraiment un privilège. Je pense que quand on parle des choses qu'on voudrait voir vraiment dans une loi comme ça, puis peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu dans le projet ou le pré-projet qui a été déposé, c'est l'idée des obligations linguistiques dans les clauses fédérales provinciales, les transferts fédéral provincial. Alors, quand on pense comme citoyen, ce qui nous affecte le plus au jour le jour, c'est vraiment peut-être le domaine de la santé et le domaine de l'éducation qui sont de matière provinciale ou de juridiction provinciale. Alors, comment est-ce qu'on va influencer un petit peu les provinces à faire leur part dans notre vie de tous les jours? Puis nous, on trouve que ce mécanisme à travers du transfert des fonds, ça aurait été quelque chose qu'on aurait aimé voir. Ça étant dit, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments positifs dans ce qui a été déposé. Puis le concept de la symétrie, comme on a parlé, je pense que c'est clé. Ça va peut-être éviter des situations où est-ce que le gouvernement du Québec plaide avec des provinces, dont la province de l'Alberta, contre des causes de francophones, comme on pense à une cause qu'il y a eu au Yukon, où est-ce qu'on voit le gouvernement québécois s'aligner avec
des gouvernements provinciaux. Alors, je pense que c'est vraiment important de reconnaître qu'on n'est pas dans une situation d'égalité. Parfait. Bien, merci à toutes pour vos réponses. Stéphanie Chouinard a parlé du fait que la loi, elle peut apparaître loin des citoyens, qui ne savent pas comment s'en servir. Il y en a plusieurs qui ne sont pas au courant, en fait, des mécanismes qui sont à leur disposition pour mieux faire respecter le bilinguisme, la loi. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que la nouvelle loi soit plus proche des gens? Puis là, Stéphanie, je te tends le micro pour celle-là parce que tu as été celle qui l'a abordé, cette dimension-là. Je pense qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. Je pense que, bon, d'un côté, il y a un exercice de communication de la part du gouvernement, mais il y a aussi, bon, toute la panoplie des organismes porte-parole qui ont franchement mis la main à la pâte de façon sérieuse dans ce plan de réforme-là. On voit qu'il y a eu beaucoup de consultations de la part de la ministre et qu'à certains égards, il y a eu une certaine écoute puisqu'il y a quand même plusieurs des éléments du plan de réforme qui ressortent des recommandations des différents organismes de la francophonie canadienne. Donc, je pense qu'il y a un exercice là à faire pour que les citoyens comprennent ce qui est en train de se passer, pour que les citoyens francophones en situation minoritaire en particulier soient au courant des différents pouvoirs, par exemple du commissaire aux langues officielles. On sait que c'est un bureau qui a eu la vie dure dans les dernières années. Les gens s'impatientent, ça frustre la population pour ceux et celles qui prennent le temps de porter des plaintes, et ça reste quand même une minorité très petite de la population, de voir le montant de temps que ça prend avant d'avoir une réponse et de voir même des changements lorsque changement il y a. Et donc, de ce côté-là, je pense qu'il y aura un certain travail à faire, mais je pense qu'une erreur à ne pas faire, c'est de faire de la loi sur les langues officielles une loi seulement pour les minorités. Et donc, je pense qu'il y a aussi un travail de communication à faire pour la majorité, de dire voici ce à quoi on s'engage comme société en tant que Canadien, voici les droits qui sont octroyés à notre minorité, mais voici aussi, et c'est là où la question de l'immersion et disons, du financement qui reste encore une fois à établir, non seulement dans un projet de loi, mais dans des budgets subséquents, et ça risque d'être le bas qui blesse. On veut que tous les Canadiens qui souhaitent devenir bilingues aient les moyens de le devenir. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, parce que dans les dernières décennies, la loi sur les langues officielles, c'était vraiment une loi qui parlait qu'aux minorités et c'était sujet de frustration. Donc, la communication, elle doit se faire des deux côtés de la bouche de la ministre, si je peux dire, et ça va aussi de la même façon pour la société civile. Marie-Claude, Rioux, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Oui, je vais rebondir là-dessus avec plaisir. En fait, il y a aussi, au-delà de la loi comme telle sur les langues officielles, il y a d'abord et avant tout le règlement. Le règlement qui est très, très mal compris, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut demander des services en français? Quelle est la question, toute la question de la demande importante, de la vocation de bureau, etc. C'est très compliqué, tout ça. C'est très compliqué et ça fait en sorte que les gens ne savent pas. Le citoyen ordinaire ne sait pas s'il a le droit d'avoir des services en français. Et d'abord, commençons par expliquer qu'est-ce qui est de juridiction fédérale et qu'est-ce qui est de juridiction autre. Ça, c'est déjà pas clair pour la moyenne des gens. Mais en plus, quand on ajoute la difficulté de vocation de bureau puis de demande importante, là, ça vient complètement mêler les gens. Puis je donne toujours l'exemple de la Nouvelle-Écosse où, à la frontière entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, si on se fait arrêter par la GRC, on a le droit d'avoir un service en français là, parce que la Cour a jugé que c'était important et que la demande était suffisamment importante à Amherst, en Nouvelle-Écosse, pour avoir des services de la GRC en français. Par contre, 1 heure plus tard, à Truro, on n'est pas sûr si on a le droit d'avoir des services en français. Alors, c'est vraiment très problématique. Et la ministre est justement en train de travailler ou à annoncer une refonte également du règlement pour rendre les choses encore plus simples. Alors, moi, ce que j'espère essentiellement, c'est qu'on ait une loi qui s'adresse davantage dans tous les paliers, que ce ne soit pas juste l'affaire de la ministre responsable des langues officielles et en confiant ça au Conseil du Trésor, on est bien parti, mais également un règlement qui simplifie les choses. Et je pense qu'on est bien parti en parlant du concept de vitalité
de communauté, de vitalité communautaire et en partant du principe que quand il y a une école francophone dans un coin, ben, ça justifie des services du gouvernement fédéral dans cette région-là. Alors, je crois que vraiment, il y a du travail à faire pour simplifier et la loi, mais d'abord le règlement. Merci beaucoup, Sheila Risboud. Est-ce que vous voulez poursuivre là-dessus? Oui, ben, je pense que le point à propos d'offrir des occasions d'apprentissage dans les 2 langues officielles, je pense que ça, c'est très important. Alors, le point que c'est pas juste pour la minorité, mais c'est vraiment pour tous les Canadiens. Ça, c'est super important. Puis je dirais, ben, moi-même, comme quelqu'un qui vient de faire une plainte au commissaire des langues officielles, je suis contente de dire que ça a juste pris 2 mois. C'était vraiment efficace. Mais le point, ça serait que on ne veut pas avoir un système qui est basé sur des plaintes. Alors, personne n'aime ça, être obligé de se plaindre. Puis ce qui arrive, c'est que ça décourage les gens justement de se servir ou d'accéder à ce système-là. Alors, avoir un système un peu plus positif où, dès le départ, les ministères en question connaissent bien leurs obligations. Comme ça, on n'est pas toujours en situation d'être obligé de chialer pour avoir ce qu'on a droit. Absolument, merci. On le voit depuis les 50 dernières années, il y a quand même eu une stagnation dans le bilinguisme du côté de la communauté majoritaire. Puis on n'a pas eu cet élan-là, ce souffle-là pour l'augmentation des communautés francophones, du moins en termes de poids démographique dans la Fédération canadienne. Donc, comment est-ce qu'on peut remédier à ça? Comment est-ce que la loi peut vraiment assurer le maintien, mais aussi l'épanouissement des communautés de langue minoritaire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour agir dans ce domaine-là? Et là, je demanderais à Stéphanie Chouinard peut-être de réagir là-dessus. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Bon, évidemment, on sait que l'assimilation nous fait mal en termes de chiffres. C'est quelque chose qui varie d'une province à une autre. Au Nouveau-Brunswick, l'assimilation est beaucoup moindre, par exemple, qu'en Saskatchewan, pour prendre ces exemples-là. Mais partout au pays, on sait que l'assimilation, ou ce qu'on appelle aujourd'hui en termes plus gentils, les transferts linguistiques, c'est un enjeu important. Et c'est un enjeu sur lequel, dans la réforme de la loi actuellement, on ne semble pas s'intéresser énormément de façon directe. On s'intéresse aux institutions de la communauté, certainement, ça va avoir un impact, mais on ne s'intéresse pas, par exemple, au fait que les transferts linguistiques ont surtout lieu dans les familles exogames, donc les familles où le papa ou la maman est francophone et l'autre parent ne parle pas français. Et on sait à cet effet-là qu'il y a encore lieu de parler de langue maternelle parce que, par exemple, pour utiliser les chiffres de l'Ontario, lorsque c'est la maman dans un couple exogame qui parle français, le taux de rétention du français dans la prochaine génération est à 70 %, alors que quand c'est le papa, c'est 20 %. Donc, les papas, forcez-vous, parlez un petit peu plus, passez plus de temps avec vos enfants, si possible. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a rien pour, franchement, outiller les familles exogames où on a vraiment là, des lieux de transfert linguistique importants. Après, la ministre fait un pari intéressant, c'est-à-dire d'une part, de remettre de l'avant cette fameuse cible-là du 5 % un peu partout au pays pour l'immigration francophone. Ça fait maintenant 15 ans qu'on parle de cette cible-là. Elle n'a jamais été rencontrée. Donc, j'ai bien hâte de voir comment elle va s'y prendre pour finalement rencontrer cette cible-là. On sait par ailleurs, et ça, c'est un autre aspect qui manque selon moi dans la réforme, que le 5 %, c'est peut-être très bien, par exemple, en Ontario, où la population francophone est à peu près de 4,7 %. Donc, on parle d'un montant de francophones qui maintiendrait à tout le moins la communauté. Mais en Acadie, où la communauté francophone est 30 % de la population, l'atteinte de la cible de 5 %, non seulement elle n'a aucun sens, mais elle est déjà dépassée. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne modulerait pas cette cible-là pour que les différentes provinces puissent avoir un plus grand objectif? Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible dans le contexte où l'immigration, c'est une compétence partagée. On fait aussi le pari qu'on va augmenter le nombre de francophones par l'entremise de l'immersion. Ça, c'est un pari intéressant et c'est vraiment quelque chose de nouveau dans le cadre de la loi sur les langues officielles parce que
Auparavant, on parlait franchement seulement à la question d'octroyer des services aux locuteurs de langue maternelle ou de première langue officielle parlée. Là, on se tourne vers la majorité et on dit, ben, vous autres aussi, vous pourriez faire partie de la francophonie, on veut vous donner les outils de le faire. Je ne sais pas jusqu'à quel point ce pari-là va payer. On sait que les programmes d'immersion débordent un peu partout au pays. On sait que les parents souhaitent que leurs enfants parlent le français. Il ne faut quand même pas se compter d'histoire. On sait qu'il y a une partie de ces parents-là qui veulent que leurs enfants soient dans les programmes d'immersion parce que c'est perçu comme des programmes d'élite. Et le français pourrait être remplacé par l'espagnol, l'arabe, l'espéranto, le mandarin. Les parents se battraient quand même pour avoir des places dans ces programmes-là parce qu'on sait que les programmes d'immersion, ce sont les programmes où les élèves le plus forts ont tendance à performer. Ce qui est par ailleurs fallacieux, là, si ces programmes-là étaient équipés avec de l'aide pédagogique comme les autres programmes, on n'aurait pas besoin d'avoir des programmes d'immersion qui sont des programmes d'élite. Tous les jeunes pourraient avoir accès à l'immersion. Ce n'est pas parce qu'on a des troubles d'apprentissage que l'apprentissage d'une deuxième langue devient soudainement un obstacle impossible à surmonter. Mais parce qu'on sait que les jeunes qui passent par l'immersion actuellement ont très peu tendance à poursuivre leur parcours collégial, universitaire et leur parcours dans leur vie d'adulte en français. Et donc, comment est-ce qu'on va s'assurer que ces jeunes-là, qui sont mieux soutenus dans les programmes d'immersion, où il y a plus d'espace, si tout se passe comme la ministre le veut, que ces jeunes-là, devenus adultes, ils veulent faire partie de nos communautés, qu'ils veulent participer à la francophonie. Et ça, je pense que c'est une réflexion pour la majorité anglophone, mais c'est une réflexion que nous, on devrait avoir aussi, à savoir comment on épaule ces jeunes adultes-là pour les engager dans notre communauté à plus long terme. Merci beaucoup, Sheila Riswood. Oui, ben justement, peut-être pour toucher sur un point qui est plus spécifique à l'Alberta, je vais parler du postsecondaire, puis du continuum en éducation, puis du rôle que le fédéral pourrait avoir, surtout pour les communautés minoritaires, mais pas juste pour les communautés minoritaires, mais aussi pour justement les élèves issus de l'immersion, comme on le voit d'ailleurs au campus Saint-Jean, une grande portion de la population est issue de l'immersion. Alors, je pense qu'il y a quelques éléments dans ce qui a été proposé alentour. Le langage reste vague, mais alentour de peut-être un plus grand rôle du fédéral dans ce domaine-là. Il y a le concept aussi de ce corridor d'immigration francophone, justement, pour combler le manque d'enseignants, qui est intéressant, qui présente peut-être certains défis, mais c'est sûr qu'on ne peut pas... premièrement, former nos francophones ni nos élèves issus de l'immersion si on n'a pas les profs pour le faire. Puis c'est un gros problème dans l'Ouest canadien, puis je pense peut-être un peu partout à travers le Canada. Merci, Marie-Claude Rioux. Oui, moi, je vais reprendre quelques-uns des éléments que Stéphanie et Sheila ont présentés. Je pense que ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'on ne devrait pas fonctionner en silo. Et là, on le fait vraiment beaucoup. Comme francophone, on est encore très mal à l'aise et on manque beaucoup d'outils. Et le malaise vient de ça. On manque beaucoup d'outils pour tendre la main aux anglophones qui apprennent le français et faire de leur apprentissage de la langue seconde quelque chose qui est une réalité et pas juste comme un peu on enseigne le latin dans une école, que ça réponde à une réalité culturelle, une réalité communautaire. Et on ne les invite pas assez dans notre cercle à nous comme francophones. Ce qui fait qu'au bout du compte, quand on termine son secondaire, ben, on ne sait toujours pas à quoi correspond et pourquoi c'est important d'apprendre le français, parce qu'on ne connaît personne et on n'a pas fait de lien avec les francophones de la communauté francophone. Vous savez, en Nouvelle-Écosse, je parlais récemment à un ministre qui vient de Sydney, en Nouvelle-Écosse. Il n'était absolument pas au courant qu'il y avait une école francophone à Sydney. Et pourtant, il y en a une. Alors, c'est ça. C'est ce travail en silo qu'il va falloir qu'on détruise tranquillement. Même chose avec les familles exogames auxquelles Stéphanie faisait référence. Je veux bien croire que le parent francophone a des responsabilités, mais le parent anglophone a énormément de responsabilités aussi, ne serait-ce que pour passer le message. Puis je donne toujours cet exemple-là parce que
je vis dans un couple exogame. Et quand mon mari, l'anglophone, disait à notre fils en français, écoute, là, c'est important pour toi de parler français, là. Tu n'as pas besoin de pratiquer ton anglais à la maison. Thumbs up, tu l'as, là. OK, mais en français, c'est en français à la maison. L'impact était beaucoup plus grand que quand c'était moi, l'activiste francophone qui parlait, parce que là, les yeux, ils roulaient dans la tête, puis c'était bon, ben, OK, je vais encore avoir droit au discours proverbial. Donc, je pense qu'il faut qu'on vende enfin le bilinguisme au Canada comme une plus-value. Et ça, on ne le fait pas encore assez. Je trouve qu'on polarise encore les deux langues officielles, alors qu'on sait que dans des pays, en Suède, par exemple, on enseigne 12 langues dans les écoles. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne vend pas ça comme plus-value au Canada. On a une chance inouïe d'être capable d'apprendre les deux langues officielles et on continue encore de polariser le débat. On continue encore, par exemple, à imposer aux immigrants qui arrivent en Nouvelle-Écosse d'avoir l'anglais comme langue seconde. Les cours de français langue seconde ne sont pas disponibles. C'est quand même une aberration. Okay? Alors, il y a tous ces petits fils-là, à mon avis, à recoudre ensemble ou à ramener ensemble qui vont faire en sorte que ça va vouloir dire quelque chose de parler les deux langues officielles. Pas parce qu'on veut avoir une job au fédéral plus tard, pas parce que nos parents nous ont mis de force dans une école d'immersion, mais bien parce que ça répond à notre ADN canadien. Ça répond à notre identité à nous, qui est d'avoir la chance de nous distinguer du pays, de notre pays, notre voisin du Sud. Et ça, c'est pas juste parler les deux langues, c'est d'avoir deux cultures, c'est d'avoir des façons différentes de vivre, d'analyser les choses. Je pense qu'on ne fait pas encore assez de pouces sur ce concept-là de ramener les deux communautés ensemble. Oui, merci. Très inspirant. C'était aussi le rêve de Laurendeau Dunton, hein, de faire du bilinguisme, un projet culturel qui donnerait le goût à la communauté à participer à cette vie-là, à ce dynamisme-là, et pas de voir la langue comme une fonction. Si tu permets, Valérie, j'ai oublié quelque chose aussi. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais j'ai oublié aussi de mentionner que c'est quand même aberrant que dans les universités, on ne demande pas, on ne continue pas l'éducation en français langue seconde qu'il y a eu dans les écoles et qu'on ne demande pas des crédits en français langue seconde dans les universités anglophones. Je pense que ça aussi, ça viendrait rajouter, et ça, le commissaire Graham l'avait très bien indiqué dans son livre. Je pense que c'est important de passer ce message-là aussi, que les universités ont un rôle pour continuer, pour poursuivre ce continuum-là d'apprentissage de langue seconde. Oui, bien merci. On est au-delà de la loi, en fait. On est dans une transformation du discours sur la loi, sur la présence des francophones, sur le bilinguisme. Donc, c'est vraiment dans ces deux domaines-là qu'on peut agir parce que la loi, on le voit, elle a quand même des pouvoirs limités sur la vie quotidienne des gens, mais le discours, lui, contient au sujet de la loi. Là, ça peut vraiment transformer tranquillement les mentalités. Une autre chose que je voulais qu'on aborde aujourd'hui, c'est le contexte actuel. Donc, sur la scène politique, le gouvernement libéral est minoritaire. Là, il y a des rumeurs peut-être d'élections prochainement. Donc, comment est-ce qu'on navigue avec éventuellement un nouveau projet de loi dans ces eaux incertaines sur la scène fédérale? Est-ce qu'il y a des résistances qui vont émerger? Est-ce que le projet de loi qui n'a pas encore vu le jour, en fait, on est encore à des propositions de réforme, est-ce qu'il est condamné d'avance ou est-ce qu'on peut vraiment espérer quelque chose bientôt et quelque chose de substantiel? Et là, je vais donner le micro à Sheila Risboud. Merci. Je pense que je vais me centrer tout d'abord sur le contexte albertain pour donner un peu un aperçu des réactions potentielles des provinces. Alors, quand je pense à la politique albertaine actuelle, je pense que tout ce qui vient d'Ottawa est vu avec beaucoup de méfiance. Alors, il y a une crainte que ce genre de projet-là pourrait être encore une fois Ottawa qui essaie de nous imposer quelque chose, il commence à s'ingérer dans nos plates-bandes.
on va être contre ça, puis ça pourrait peut-être servir peut-être la base du gouvernement actuel justement de s'opposer contre le projet. Par contre, peut-être l'optimiste en moi croit que l'Alberta dit souvent qu'elle va aller chercher sa juste part du fédéral. Alors, si ce projet de loi est présenté d'une façon où, justement, il y a un appui au niveau du postsecondaire, du continuum en éducation, vers l'enseignement du français comme langue seconde, possiblement qu'il y aurait une ouverture à ce niveau-là vers ce projet de loi-là. Je veux dire, en général, le projet de loi traite surtout comme on a dit, le champ est assez réduit, c'est quand même, c'est le champ des compétences fédérales. Il y aurait peut-être aussi une belle possibilité de coopération sur la question d'immigration. Et d'ailleurs, déjà, justement, hier, on rencontrait le ministre albertain de l'immigration pour un peu commencer à penser à ce qu'une immigration francophone en Alberta pourrait avoir l'air, puis il y a une ouverture là à ce niveau-là. Alors, je pense que ça reste à voir comment ça va jouer, puis aussi peut-être le timing de l'élection fédérale, puis comment est-ce que ça peut changer la façon que ce dossier est perçu. Oui, merci. Stéphanie Chouinard. La façon dont je vois venir ça, dépendamment du timing du dépôt du projet de loi, bon, auprès du Bloc québécois, c'est assez clair que ce qu'a présenté la ministre Joly, ça ne va pas assez loin parce que le Bloc québécois demandait ce que le gouvernement Legault demandait au Québec, c'est-à-dire de transférer à la province de Québec le pouvoir sur le territoire québécois, c'est-à-dire que la loi 101, qu'on reconnaisse dans la loi sur les langues officielles, que sur le territoire québécois, la loi 101 est précédente sur la loi sur les langues officielles. Donc, la ministre a disons, poussé dans ce sens-là, mais sans aller jusqu'à la rencontre complète des demandes du Québec et des demandes du Bloc québécois. C'est-à-dire qu'on n'octroie pas au Québec la juridiction, mais par exemple, on a reconnu qu'on souhaitait faire du français la langue de travail dans les commerces de juridiction fédérale de plus de 50 employés, etc. Donc, est-ce que le Bloc québécois va embarquer? Ils vont sûrement critiquer, bon, puis ils font partie de l'opposition, c'est un peu leur job, mais est-ce qu'au final, ils seraient prêts à appuyer ce document-là? J'en suis pas certaine. Du point de vue des néo-démocrates, si on les considère sur le temps long, je pense qu'il y a plusieurs éléments dans le plan de réforme qui risquent de leur plaire. On peut penser, par exemple, à Yvon Godin qui avait présenté une multitude de projets de loi privés pour faire de la Cour suprême une cour entièrement bilingue. Évidemment, de voir que les libéraux sont enfin prêts à bouger pour faire de la Cour suprême, de faire des 9 juges, des juges qui sont obligatoirement bilingues, ça va certainement leur plaire. Par contre, les néo-démocrates, dans les dernières années, ont tenté de venir jouer sur les plates-bandes du Québec, de tenter de refaire un peu l'exploit de 2011 avec la vague orange au Québec. Et donc, on va probablement voir des critiques aller dans ce sens-là. C'est ma prédiction. C'est ce que ma boule de cristal me dit avec la boule de cristal qui est venue avec mon diplôme de sciences politiques. Donc, c'est un peu comme ça que je vois ça. Chez les conservateurs, il y a plusieurs des éléments qui avaient été mis de l'avant par le critique officiel des langues officielles, Alain Reyes, qu'on retrouve dans le plan de réforme de la ministre Joly. Par contre, il y a certains éléments qu'on ne retrouve pas. Par exemple, les conservateurs semblaient dire qu'ils tenaient mordicus à voir la création d'un tribunal des langues officielles. Et ça, la ministre Joly a décidé de ne pas aller vers cette avenue-là, une avenue qui avait été proposée notamment par la FCFA. Donc, est-ce qu'on va utiliser l'absence d'un tribunal comme, disons, une raison de faire tomber ce projet de loi-là chez les conservateurs? Si ça sent les élections et que les conservateurs voient la possibilité de remporter le pouvoir et de pouvoir s'arroger cette victoire-là, parce qu'évidemment, bon, compte tenu du positionnement des conservateurs tout récemment, l'appel assez transparent aux nationalistes québécois, notamment du nouveau chef Erin O'Toole, ça se pourrait qu'on tente de tirer la couverte de notre bord et de faire de la modernisation de la loi sur les langues officielles, notre propre projet, après que le terrain, la table ait été mise, disons, par les libéraux. Merci beaucoup, Marie-Claude Rioux.
Moi, ce que j'ai entendu comme réaction préliminaire au projet, au document de la ministre Joly, c'est des réactions, somme toute, très positives de la part des partis d'opposition. Et même, j'ai entendu, à ma grande surprise, le Parti conservateur dire que la ministre n'était pas allée assez loin. Alors, pour nous, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, est-ce qu'on est inquiet? Absolument qu'on est inquiet. Écoutez, ça fait plus de 5 ans que la francophonie canadienne s'est mobilisée. Que ce soit dans le cadre de consultations avec le comité permanent sénatorial sur les langues officielles, des consultations avec la ministre Joly, l'élaboration d'un projet de loi sur la modernisation de la loi sur les langues officielles. On a fait énormément de travail aussi, et ça, on ne le sait pas nécessairement, mais la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada et ses organismes membres, on a fait beaucoup de travail sur le terrain dans le cadre d'équipes francophonie pour aller parler à tous les partis politiques et insister sur l'importance d'une modernisation de la loi sur les langues officielles. Je pense que vraiment, tous les partis politiques s'entendent qu'il faut moderniser la loi. Maintenant, ce que la ministre Joly présente comme document, c'est clair que ça correspond à 82% de ce que la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada avait demandé. Ce n'est pas l'entièreté, mais c'est déjà un bon début. Et c'est donc un début de discussion. On espère que les partis de l'opposition vont prendre la balle au bon puis aller nous chercher des choses additionnelles. Cela dit, moi, j'aimerais simplement aussi, le diable est dans les détails, là, revenir sur la question de la nomination des juges bilingues. Je ne crois pas que dans le document, on parle de nomination de juges bilingues. On parle de la possibilité d'être entendu par la Cour suprême dans la langue de notre choix. Ce qui pourrait vouloir dire, par exemple, qu'il y ait des juges unilingues anglophones, mais qui s'abstiennent de siéger lors de causes très importantes qui touchent les francophones. Alors, je n'ai pas vu, moi, de garantie et d'obligation que les juges soient bilingues à la Cour suprême. Mais bon, cela dit, vraiment, oui, on est inquiet. On est parfaitement conscient que le gouvernement libéral est un gouvernement minoritaire qui pourrait être renversé n'importe quand. Par contre, on n'a qu'à regarder ce qui se passe à Terre-Neuve actuellement et voir le gâchis, parce que c'est un gâchis, de l'élection en temps de pandémie. Ça devrait refroidir les ardeurs des partis politiques là, de vouloir déclencher des élections dans un moment actuel. Alors, ça nous donne peut-être le temps d'aller de l'avant avec ce document et de présenter un projet de loi en bonne et due forme devant la Chambre des communes. Merci beaucoup. Je vois vos commentaires dans le chat. Il y a notamment Gino Leblanc qui dit « Bien peur que le chemin soit encore long avant l'adoption de la nouvelle loi. » Il y a beaucoup d'impondérables. Oui, il y a énormément d'impondérables. Puis les projets de loi avancent difficilement aussi dans un gouvernement minoritaire qui est en plus en train d'essayer de naviguer en temps de pandémie, là, donc de réduire les risques pour l'ensemble des Canadiens. Je vais y revenir avec vos questions prochainement. On a encore quelques éléments à aborder avec nos panélistes. Puis ensuite, je vais ouvrir le plancher virtuel à l'ensemble de la salle. Stéphanie l'a abordé un peu la question de la communauté majoritaire. On l'a vu même en 69, là, au moment où on a mis en place cette loi sur les langues officielles, il y a eu une résistance énorme, notamment du côté des prairies. Ça l'a mené à la création de partis politiques qui militaient pour l'indépendance des prairies, qui ne voulaient pas appliquer le bilinguisme officiel parce qu'ils considéraient que leur population maîtrisait les 2 langues et donc il n'y avait aucune ouverture pour reconnaître les francophones, étant donné que c'est des bons francophones qui étaient déjà bien assimilés. Et là, je fais référence à beaucoup de documents dans les archives qui ont été préservés par les premiers ministres de l'époque. Donc là où il y a reconnaissance des lois officielles, il y a toujours aussi un peu de francophobie. Donc, comment est-ce qu'on peut créer des ponts avec cette communauté majoritaire? Est-ce que le fruit est mûr pour qu'elle soit ouverte cette fois-ci à embrasser l'entièreté de ces changements qui sont proposés? Et là-dessus, je vais ouvrir la discussion avec Marie-Claude Rioux. Moi, je crois que tout dépend de la façon qu'on présente l'intention du gouvernement. Écoutez, je pense qu'on ne peut pas être contre la vertu. On ne peut pas s'objecter à ce qu'une loi soit modernisée 50 ans plus tard.
on ne peut pas non plus sous-estimer l'important appui des anglophones, de la majorité anglophone, dont les enfants sont allés dans des écoles d'immersion. Il y a quand même une majorité de Canadiens là, qui appuient le principe des 2 langues officielles. Alors, moi, je crois qu'on peut faire du pouce avec le document. On peut faire du pouce avec une modernisation de la loi sur les langues officielles. Et je crois qu'il faudra faire très attention de ne pas tomber dans le discours j'ai envie de, je vais le dire, néo-brunswickois, qui crée une paranoïa là, avec toute la question du bilinguisme à l'effet que si on est anglophone, on n'a pas accès à des hauts postes au gouvernement provincial parce que ça prend que des personnes bilingues et que des francophones finalement, que les Anglais n'ont pas ça. Je pense qu'il va falloir qu'on déconstruise ces mythes-là aussi en cours de route. Et je crois qu'au-delà de tout ça, ça va prendre des chefs de parti qui auront le courage de dire que c'est important, cette question des langues officielles, d'abord et avant tout. On ne le voit pas beaucoup. Okay? Je n'ai pas vu, malheureusement, le premier ministre Trudeau prendre la parole sur ce concept-là et insister sur l'importance des 2 langues officielles. Il a beaucoup confié le mandat à la ministre Joly, qui a fait un excellent travail, mais ça serait le fun d'avoir un engagement du premier ministre de notre pays en matière de langues officielles. Ça serait le fun qu'on le dise clairement de la part de tous les partis politiques, que c'est un document qui est extrêmement important et que la modernisation de cette loi-là est essentielle. Quand les chefs politiques donnent ce message-là, l'appareil gouvernemental n'a pas le choix que de suivre. Oui, Stéphanie Chouinard. Je ne peux qu'être d'accord avec Marie-Claude. Moi, l'un des éléments qui m'a marqué dans ce processus de réforme-là, c'est l'absence du premier ministre. Peut-être que je me formalise, que je vois des bibites partout, mais le fait que le premier ministre, ça ne semble pas être un dossier qui l'intéresse particulièrement et je comprends que dans le contexte actuel, il y en a peut-être plein son casque avec autre chose. Mais il reste que dans les dernières années, on n'a pas vu un leadership très, très fort de la part du bureau du premier ministre sur cet enjeu-là. C'est plutôt la ministre Joly qui a ramé dans son radeau un peu toute seule. Et lorsqu'on a le pouvoir du bureau du premier ministre derrière nous en tant que ministre, habituellement, ça facilite les choses. Ça envoie aussi un message au reste de la population. Cela dit, je pense qu'il y aura dans tous les cas un exercice de communication à faire, ne serait-ce que parce que, justement, puis Valérie, tu le disais, en 1969, juste le principe de l'égalité des 2 langues officielles, ça avait brassé pas mal à cette époque-là. Évidemment, la société canadienne est rendue ailleurs. En règle générale, la majorité des Canadiens sont d'accord, à tout le moins en principe, avec cette égalité des 2 langues officielles-là. Mais là, on est en train de pousser un petit peu plus loin en disant, OK, les 2 langues ont un statut égal, mais il y en a une qui a besoin de plus de protection que l'autre. Et ça, c'est un message qui, s'il est mal packagé, si je peux dire, pour la majorité, si on ne prend pas le soin de bien expliquer qu'est-ce que ça va vouloir dire et qu'on n'est pas en train d'enfoncer du français dans la gorge de tous les Canadiens, ça passera pas. J'ai l'impression qu'on a la possibilité réelle là, que les quelques éléments dans les marges qui, justement, font dans le registre de la francophobie prennent cette patate-là et en fassent quelque chose qui est loin de ce qu'on retrouve dans le projet de réforme, dans la réalité, qu'on en fasse un épouvantail. Et là, je trouve ça inquiétant pour le moment que la ministre, jusqu'à maintenant, soit en opération séduction, mais seulement auprès de la communauté francophone. C'est beau, on est tous d'accord, on le sait que notre langue a plus de difficultés, qu'elle doit être mieux soutenue, mais il faut aussi que les anglophones comprennent ce message-là et qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'on prend ces étapes-là. Et qu'on ne tombe pas dans un exercice là, où finalement on est en train de se parler entre nous sans consulter
ou prendre en compte ce que la majorité va comprendre de ce projet-là. Et donc, j'ai hâte de voir le moment où les médias, les grands médias anglophones vont se saisir de ce plan de réforme-là. Et j'espère que la ministre est en train de s'assurer que lorsque ce sera le cas, parce que pour le moment, j'ai vu très peu de choses écrites au sujet de la réforme en anglais, que ça soit fait, que ça soit bien fait. Merci, Sheila. Oui, je suis d'accord avec Stéphanie. J'ouvre toujours le Globe and Mail en m'attendant de voir quelque chose sur ça, puis on ne voit jamais rien. Peut-être un point de vue un peu différent par rapport à l'absence du premier ministre Trudeau. Dans le cas, encore une fois, de l'Alberta, c'est pas une mauvaise chose. Je pense que n'importe quoi qui est associé avec le premier ministre a tendance à avoir créé une réaction négative de la part des Albertains, malheureusement. C'est comme ça que c'est dans le moment. Alors, de ce sens-là, d'avoir la ministre Joly qui est comme le visage de ça, c'est pas nécessairement une mauvaise chose pour nous. Une autre chose que je dirais, c'est que depuis 1969, je pense qu'il y a eu beaucoup de changements quand même au niveau justement des écoles d'immersion qui fait en sorte qu'on a toute une population qui parle le français, qui sont francophiles. Maintenant, je pense au conseil d'administration de la CFA, l'organisme que je représente. On a deux membres, deux administrateurs qui sont issus de l'immersion. Alors, c'est vraiment différent d'avoir ces gens-là qui non seulement sont issus de l'immersion, mais maintenant qui luttent pour la défense des droits francophones en Alberta. Alors ça, c'est quelque chose qui fait que je pense que la situation est différente, puis on peut vraiment aller chercher ces gens-là comme appui pour ce projet-là. Et peut-être le troisième point, c'est l'aspect que vraiment le message que la loi n'est pas punitive. Alors, si les gens peuvent le voir comme quelque chose de positif et non pas quelque chose qui est punitif ou qui requiert des plaintes, je pense qu'on a plus de chances d'avoir une acceptation plus large. Merci beaucoup. Il y a un dernier élément que je voudrais aborder avec vous avant d'ouvrir à nos invités la période de questions. On le voit avec les événements récents, tant en ce qui concerne le campus Saint-Jean que l'Université Laurentienne, que le démarrage de l'Université de l'Ontario français, les établissements postsecondaires de la francophonie canadienne sont extrêmement fragiles. Puis on parlait aussi du continuum, là, de mener ces étudiants-là de l'immersion jusqu'à une carrière en français. Bien, ça prend le pont entre le secondaire, puis éventuellement le milieu du travail. Et ce pont-là, il est assuré par les établissements postsecondaires. Est-ce que la nouvelle loi peut agir pour soutenir les établissements postsecondaires qui ne sont pas protégés par l'article 23 de la Charte? Et d'après vous, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que je pense au cas du campus Saint-Jean, là, où le fédéral a mis de l'argent sur la table, a rappelé récemment qu'il y a près de 4 millions qui sont disponibles, mais le gouvernement de la province ne veut pas contribuer, lui, pour faire un partenariat avec le fédéral, et donc cet argent-là n'est pas disponible pour soutenir le campus et reste dans les coffres de l'État. Argent qui a été payé par les contribuables aussi, il ne faut pas l'oublier, de l'ensemble du Canada. Donc, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ces blocages-là? J'aimerais ça vous entendre là-dessus et je vais demander d'abord à Sheila Risboud d'intervenir sur ce sujet-là. Oui, merci Valérie. Je pense que c'est une question qui nous tracasse beaucoup, évidemment. C'est un gros enjeu pour la communauté en Alberta. Je pense que l'affaire, c'est qu'on a une compétence provinciale, puis on est dans un contexte où la province ne veut pas faire sa part ou voit son rôle comme étant assez limité. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, puis quel est le rôle du fédéral quand la province ne veut pas jouer? Et tant qu'à nous, je pense que le fédéral doit reconnaître, si vraiment on reconnaît que le français est effectivement plus fragile que l'anglais en Amérique du Nord, que peut-être le fédéral a un plus gros rôle à jouer au niveau du postsecondaire, puis à travers du continuum en éducation. On sait que se faire éduquer en français en situation minoritaire, ça coûte plus cher. Alors, et la formule de financement utilisée actuellement ne tient pas compte de ces coûts additionnels vraiment, surtout pas au niveau provincial.
Alors, des idées qu'on a, nous, c'est est-ce qu'on a besoin d'un fonds spécifique pour le post-secondaire à travers le pays, peut-être plus particulièrement dans le moment pour l'Ouest canadien, où nos institutions sont très fragiles et où, justement, on a peut-être des gouvernements qui ne comprennent pas la fragilité de ces institutions-là. Merci, Stéphanie. C'est une question qui est difficile parce que le fédéral démontre une intention, à tout le moins. Et encore une fois, je sais que je me répète, mais il faut attendre de voir le budget parce que cette intention-là, si ça ne vient pas avec un gros signe de dollar, ça ne va pas vouloir dire grand-chose. Mais tant que les provinces ne veulent pas s'asseoir à la table avec le fédéral, ça risque d'être difficile. Il y a des provinces où ça risque d'être beaucoup plus facile d'avoir ces discussions-là. Si M. Trudeau et ben, surtout Mme Joly a été capable de s'entendre avec Caroline Mulroney, il faut retourner dans le temps, c'était avant COVID où ces deux gouvernements-là saillissaient pour en venir à une entente. Il faut croire que tout devrait être possible en théorie. Mais il faut absolument que les provinces y mettent du leur. Et donc, le gouvernement fédéral peut mettre des sous sur la table. Je souhaite qu'il le fasse d'ailleurs pour élargir ce continuum-là. Et je pense que c'est sain aussi que la ministre voit venir le problème de la résolution à l'emporte-pièce. Bon, l'UOF, il y a un feu là, on va leur donner des sous. Il y a un problème au campus Saint-Jean, on va donner des sous, mais à la Laurentienne, il y a des problèmes. À l'Université de Moncton, il y a des problèmes. À Simon Fraser, il y a peut-être des problèmes. Gino, je ne te mets pas sur le spot. Mais de un, de régler les problèmes comme ça à l'emporte-pièce, ça nourrit des mauvais comportements, c'est-à-dire que ça donne l'impulsion aux gestionnaires d'en venir à une situation où on est en situation critique pour que maman, papa du fédéral viennent nous sortir du trou. Évidemment, personne ne veut ça. Et d'un autre côté, ben, ça empiète dans les compétences des provinces. Et donc, encore une fois, bon, on voit l'intention dans le plan de réforme. On ne sait pas exactement comment la ministre va s'y prendre pour qu'il y ait un type d'entente qui touche toutes les provinces où on promet du financement stable. Je pense que c'est louable ce que la ministre tente de faire, mais on est loin de la coupe aux lèvres encore en matière là, de relations intergouvernementales à ce sujet-là. Merci, Marie-Claude. Oui, ben, je suis d'accord avec Stéphanie. Hein. C'est clairement une question qui est extrêmement difficile à traiter. Je remarque par contre que dans le plan de la ministre Joly, on parle de continuum en éducation. On parle d'appui aux institutions des communautés linguistiques en situation minoritaire. Alors, si ça fait partie d'un plan, si on parle d'un plan d'action et de renouvellement obligatoire du plan d'action sur les langues officielles, on assume aussi qu'il y a plus d'argent qui va aller là. Il y a peut-être une façon détournée d'appuyer nos communautés et nos institutions, nos universités francophones en milieu minoritaire en octroyant par le biais du plan d'action sur les langues officielles. Mais je crois aussi qu'il est grandement temps que le gouvernement fédéral donne le message aux provinces que le financement du français au Canada, ce n'est pas l'apanage uniquement du gouvernement fédéral, que les provinces doivent également mettre du leur là-dedans. Trop souvent, on voit dans nos provinces que la seule façon de nous développer, c'est grâce au gouvernement fédéral. Je le sais, pour ma part, en Nouvelle-Écosse, il y a très, très peu de fonds qui viennent de la province pour financer les communautés ou la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse, à moins que ça soit par l'entremise d'une entente fédérale-provinciale. Mais encore une fois, c'est parce que le fédéral donne de l'argent. La province a juste 50% à mettre dedans. Là. Mais de l'argent, de l'initiative qui vient du cœur de la province, là, parce que la province trouve que c'est important de donner de l'argent à la communauté francophone. Moi, j'en ai pas vu beaucoup. Alors, il y a ce travail-là aussi à faire. Puis peut-être que vous allez dire que je fais de la pensée magique, puis que ça ne se produira jamais. Mais quelque part, il faut au moins commencer à donner ce message-là, que c'est une question qu'au bout du compte, quand les communautés francophones sont plus fortes, c'est l'ensemble du pays qui devient plus fort.
Merci beaucoup à vous trois pour des réflexions extrêmement stimulantes. J'espère que ça va tomber dans les oreilles de personnes au placé qui vont pouvoir réécouter la table ronde. On est maintenant arrivé à la période de questions. Ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser les questions dans le chat, mais levez votre main aussi. On va alterner entre les questions en direct puis les questions qui ont déjà été posées dans le chat. Une des premières questions qui est venue, c'est parler à des non-convertis, mais qui devrait parler à ces non-convertis? C'est Jeanne d'Arc Godet qui posait cette question-là. Moi, je vais répondre à celle-là. Je pense que c'est absolument nécessaire d'aller chercher des anglophones pour livrer ce message-là. Il n'y a que les anglophones qui savent quoi toucher, sur quel bouton appuyer pour passer le message. On a beau essayer comme francophones de parler de nos tripes, de parler de... Notre discours ne passe pas parce qu'on ne parle pas la même langue. Et quand je parle de la même langue, je parle de la même approche, de la même façon d'aborder une question. Je crois qu'il faut aller chercher des gens qui sont issus de l'immigration. En fait, c'est souvent nos meilleurs ambassadeurs parce qu'eux ont compris l'importance de l'apprentissage d'une langue seconde. Alors, absolument, aller chercher nos champions anglophones pour aller prêcher aux non-convertis. Oui, merci beaucoup. Si vous voulez poser des questions, je vous inviterai peut-être à lever votre main aussi. Est-ce qu'il y en a qui voudraient poser une question live à nos panélistes? Sinon, je peux continuer à lire des questions dans le chat. Il y en avait une ici de Denis en Alberta. Est-ce qu'une asymétrie est jugée pertinente pour les citoyens, particulièrement vers la protection du français au Canada, se traduira dans un recentrement de la loi sur les langues officielles vers la vitalité du français au Québec? En d'autres mots, est-ce que ce sont les manchettes médiatisées et politisées sur l'état du français au Québec qui domineront le dialogue sur la loi sur les langues officielles du Canada sous la loi modernisée? Parce qu'on l'a vu, là, le Québec est arrivé comme un joueur important dans les dernières semaines, les derniers mois. Est-ce que toute l'attention va être braquée sur le Québec? Il y a aussi le contexte de futures élections. Donc, comment est-ce que vous entrevoyez ça? Oui, si je peux sauter dans le ring pour répondre à cette question-là qui est importante. À la fin de l'année 2020, c'était aussi ma crainte. On a vu avec notamment la fameuse affaire Emmanuel Lambropoulos qui s'est fait passer au cash, comme on dit, pour avoir passé un commentaire franchement maladroit au Comité des langues officielles sur la vitalité du français à Montréal. On a vu que la vitalité du français au Québec, à Montréal, a soudainement pris une ampleur qu'elle n'avait jamais eue dans les dernières années, dans toutes les discussions, toutes les consultations qu'il y avait eu sur la modernité, sur la modernisation de la loi sur les langues officielles. Et à ce moment-là, j'ai vraiment craint que cet enjeu-là prenne toute la place, tout l'oxygène. Heureusement, je pense, dans le plan de réforme, on a vu que, bon, ça a été entendu à Ottawa, mais que, en tout et partout, là, le gros des réformes touche les francophones en situation minoritaire. Donc, je pense que ça risque de continuer à être un enjeu, surtout dans le contexte où, bon, on sait que la ministre Sonia Lebel avait été proactive, avait mis carte sur table sur ce qu'elle souhaitait voir dans la modernisation de la LLO, mais que c'est pas terminé, hein, les questions linguistiques au Québec. Le ministre Jolin Barrette s'en vient avec une réforme de la loi 101. Et si la modernisation de la loi sur les langues officielles n'a pas fait couler d'encre au Canada anglais, la loi 101 va sûrement le faire à sa place. Donc, ça, c'est quelque chose aussi à surveiller parce que ça va rajouter au contexte de la discussion qui s'en vient sur un éventuel projet de loi. Oui, merci. Est-ce que Marie-Claude ou Sheila, vous vouliez répondre à cette question-là? Peut-être je donnerais juste une anecdote. Je me rappelle, je mets mon chapeau d'ancienne fonctionnaire au gouvernement fédéral et je me rappelle que quand j'étais à Ottawa, il y a peut-être, maintenant ça fait plus que 2 ans, j'ai demandé à quelqu'un, j'ai dit, c'est drôle, avant, il y avait vraiment un effort, il y avait plus un effort de parler en français pendant les rencontres. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sens vraiment que les choses se passent plus en anglais. Puis cette personne m'avait dit, c'est parce que la menace de la séparation du Québec est pas aussi présente, alors on fait moins un effort. Puis je me suis dit, j'espère que c'est pas ça qui donne un peu le ton pour ce projet de loi.
Mais je suis d'accord avec Stéphanie. Je pense qu'on voit vraiment qu'il y a eu un effort d'un équilibre et que le travail de la Fédération des communautés francophones et acadiennes a vraiment fait a eu un impact sur ce qu'on voit là, devant nous. Oui, mais je demeure quand même très préoccupée par l'intervention, pour moi, surprise, du gouvernement du Québec dans la modernisation de la loi sur les langues officielles. À un moment donné, j'avais envie de dire de quoi je me mêle. Habituellement, la loi sur les langues officielles, nous, ça fait 5 ans qu'on y travaille et tout d'un coup, pouf, il y a quelques mois, on apprend comme ça que le gouvernement du Québec va sortir une déclaration sur la modernisation de la loi sur les langues officielles. On ne l'a honnêtement pas vu venir, à moins que je me suis réveillée d'un coma pandémique, là, ce qui n'est pas impossible non plus, remarquez, ce temps-ci, mais on ne l'avait pas vu venir. Et je trouve que ce serait dommage, encore une fois, que les francophones à l'extérieur, les francophones en milieu minoritaire, soient victimes des aléas politiques au Québec. Ça ne serait pas la première fois. On a souvent payé le prix de ce qui se passait au Québec et je crois qu'il ne faudrait pas que ça se produise cette fois-ci. J'espère qu'on ne tombera pas dans ce piège-là. J'espère qu'on ne payera pas le prix fort pour des initiatives politiques comme, par exemple, comme Stéphanie mentionnait, la question de la loi 101 au Québec et que nous, on ne paye pas le prix à l'extérieur de cette province-là parce qu'on entend encore et on comprend encore que pour un bon nombre d'anglophones, que quand on parle de la francophonie au Canada, on parle du Québec. Alors, donc, on est tous des Québécois et quand le Québec fait quelque chose, on est apparenté à ces prises de décision-là, ce que je trouverais dommage. Donc, je reviens à ce que Stéphanie disait tantôt. Tout va être dans le packaging, pour reprendre l'expression de Stéphanie. Vraiment, tout va être dans la façon de gérer ça. Parce qu'on va se le dire, là, c'est quand même une patate chaude, la question des langues officielles. Oui, merci. N'hésitez pas à lever votre main. Puis, quand je vous dis ça, c'est que je vous vois pas. Donc, si vous levez votre main dans votre bureau, votre salon, je le saurai pas. Donc, utilisez la petite main en haut de votre écran. En tout cas, moi, c'est en haut de mon écran pour manifester votre désir de prendre la parole et de poser une question à nos panélistes parce que je peux pas croire que la discussion n'a pas soulevé des questions chez vous. Donc, n'hésitez surtout pas. En attendant, je vais continuer à regarder ce qui se passe dans le chat. On a Sarah Fédération qui dit « Je suis finissante des programmes d'immersion et j'ai choisi de vivre ma vie en français. Je suis maintenant conseillère pédagogique pour les programmes d'immersion. L'immersion n'est pas encore reconnue comme contribuant au bilinguisme du Canada. L'insécurité linguistique est pire car nos finissants d'immersion ne se sentent pas comme s'ils ont une place dans la francophonie. » Donc, comment est-ce qu'on peut répondre à cet enjeu-là d'étudiants d'immersion qui ne se sentent pas appartenir à la francophonie? La francophonie, elle est petite, mais elle est quand même traversée de tensions, d'une certaine hiérarchie aussi. Donc, comment est-ce qu'on répond à ça et à l'insécurité linguistique? Est-ce que la loi aussi peut être là pour ces gens-là? Moi, je vais répondre à celle-ci et je vais revenir à ce que je disais tantôt. C'est d'abord et avant tout une responsabilité de la communauté d'intégrer les étudiants en immersion et d'en faire des alliés, d'en faire des amis, de les inclure dans notre communauté, ce qu'on ne fait pas encore assez. Cette insécurité linguistique-là se manifestera beaucoup moins quand on leur offrira des emplois parce qu'ils parlent français, parce qu'ils sont bilingues et parce qu'ils connaissent notre communauté et notre culture. Donc, je crois que le travail, cette responsabilité-là, n'appartient pas au gouvernement fédéral. À un moment donné aussi, il faut qu'on arrête de tout mettre sur les épaules des gouvernements. Comme communauté, on a une imputabilité aussi. Et cette imputabilité-là, pour moi, passe par une meilleure acceptation de ces parents anglophones qui ne parlent peut-être pas français, mais qui sont là pour nous appuyer parce qu'ils ont compris l'importance de ces étudiants en immersion qui se retrouvent devant rien après leur cours de français et qui ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils ne sont pas allés à l'école française, etc.
On a comme communauté, comme entreprise, comme famille, on a du travail à faire pour inclure ces anglophones dans notre communauté sans pour autant mettre notre communauté en danger. On comprend ça, là. Puis c'est peut-être ça qui a fait le frein aussi. C'est peut-être ça qui nous empêche d'aller de l'avant et de développer davantage cette relation-là. Mais je pense qu'il y a moyen de le faire, puis je pense qu'il faut le faire. Oui, merci, Sheila. Oui, je sais. Moi, ma main, tu la vois, alors je peux la lever. Oui, je voulais juste dire, juste encore une fois, moi, je suis issue de famille exogame. Moi, j'ai fait toute mon école à l'école d'immersion. Il n'y avait pas d'école francophone quand j'allais à l'école. C'est sûr que j'ai une mère francophone, mais je dirais que c'est pas impossible d'être issu du milieu d'immersion et de se sentir quand même à l'aise dans son français par la suite. Et je dirais comme exemple concret, j'en ai parlé tout à l'heure, mais déjà, la face de la CFA change beaucoup, notamment justement dans nos administrateurs qui sont issus du monde d'immersion. Alors, je pense que ça se passe déjà en Alberta où il y a cette intégration. Je sais que Sarah vient de l'Alberta aussi, mais il y a cette meilleure intégration qui se passe entre nos communautés. Puis, c'est la seule façon vraiment que je pense qu'on peut, dans un contexte minoritaire, c'est vraiment la force avec les nombres. Puis, les nombres dans le moment sont du côté d'immersion. Merci. Stéphanie, est-ce que tu voulais rebondir là-dessus? Non, je suis d'accord avec ces deux dames. J'ai rien à rajouter. OK, maintenant, je cède la parole à Jeanne d'Arc Godet qui a une question pour vous. Donc, vous avez juste à ouvrir votre micro pour poser la question. OK, excusez-moi. Je vais commencer à parler seule dans mon salon. Je vais juste vous dire que je vous écoute depuis tout à l'heure et je dois partir de toute façon, puis c'est pour ça que je voulais prendre la parole. Mais je vais juste vous dire comment c'est rafraîchissant d'entendre des voix de femmes aussi articulées en train de parler de la loi sur les langues officielles. Je vous écouterai toute la journée. Pour moi, c'est vrai que le 8 mars s'en vient, mais je tiens vraiment à vous dire que vous êtes des femmes articulées, puis vous connaissez bien vos dossiers, puis c'est rafraîchissant, puis on devrait en avoir encore plus souvent. Pas juste attendre le 8 mars. Une chose que j'aimerais dire, c'est, on a dit tout à l'heure en parlant de la loi sur les langues officielles, que oui, chaque fois que les anglophones pensent aux francophones, ils pensent au Québec, évidemment. Et chaque fois que le Québec pense aux provinces à l'extérieur du Québec, ils pensent aux anglophones. Et nous, là-dedans, là, on se trouve où? Et j'aimerais ça vous entendre, parce qu'on parle d'une loi sur les langues officielles. On n'est pas sorti du bois. Il y a énormément de travail à faire. Et parfois, je ne sais pas, peut-être que en vieillissant, je deviens pessimiste, je ne sais pas c'est quoi, mais je me dis, comment on va arriver à amener les gens à participer pour qu'on puisse reconnaître que notre pays, oui, il y a 2 langues officielles et oui, il faut que les gens prennent la parole conjointement pour pouvoir faire avancer les choses. Excusez-moi. OK. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui, merci beaucoup, Madame Godet, pour votre question. Est-ce qu'il y a une de nos panélistes qui souhaite intervenir pour commencer? Moi, je vais commencer à réagir à ça. Je crois qu'on a tout intérêt à développer davantage de jumelage anglophone, communauté francophone, partout dans le pays. À un moment donné, ça se faisait ça. Ça se fait de moins en moins. Et je crois qu'on aurait intérêt à réactiver ça. Il y a quelques initiatives en ligne qui se passent actuellement. On est en plein mois de la francophonie. Alors, la Fondation Dialogue des cultures organise les rendez-vous de la francophonie qui durent tout le mois de mars. C'est très bien. Mais combien de personnes vont vraiment voir qu'est-ce qu'il y a sur le site? Combien de personnes participent réellement aux activités? Je crois que c'est somme toute quand même assez, et je veux surtout pas, en fait, j'applaudis le travail des rendez-vous de la francophonie, là, je veux pas donner l'impression que c'est pas important, mais je pense que le type d'initiative comme ça qui regroupe les gens,
qui rassemble les gens, qui nous permet des dialogues, qui nous permet d'échanger en matière de langue officielle, en matière de culture, de partager notre culture, de partager nos coutumes. C'est gagnant. C'est gagnant, c'est très touristique aussi d'ailleurs. Les gens parlent de plus en plus de vivre des expériences touristiques. Ben, ça, c'est une façon de faire vivre une expérience du bilinguisme au Canada. Je crois qu'on a grandement besoin d'augmenter ce type d'échange-là entre les deux communautés. Merci beaucoup. Est-ce que Stéphanie ou Sheila, vous vouliez réagir? Oui, je pense que, bon, on parle des deux solitudes, mais en fait, au Canada, il y a comme deux solitudes, c'est-à-dire la solitude entre les francophones et les anglophones, mais aussi la solitude entre les francophones hors Québec et le Québec. Et je pense que dans le cas de la deuxième, ça va beaucoup mieux depuis les dernières années, par une série d'événements aussi rocambolesques que parfois malheureux, comme bon, les coupures en Ontario français, on a vu une levée de bouclier au Québec, l'affaire Denise Bombardier sur laquelle je refuse de revenir, mais qui a quand même projeté la francophonie canadienne dans les médias québécois d'une façon qu'on n'avait pas vue depuis de nombreuses années. Donc ça, je pense que ça a beaucoup aidé. Il y a aussi une ouverture de la part du gouvernement québécois à ouvrir ces ponts-là. Bon, on l'oublie parce qu'on est en contexte pandémique, mais l'été dernier, il devait y avoir un gros événement qui aurait à peu près été l'équivalent des nouveaux États généraux du Canada français, qui aurait rassemblé francophonie canadienne du Québec et hors Québec. Donc, j'espère qu'on pourra avoir cet événement-là un jour où on sera tous vaccinés. Mais on voit que de ce côté-là, ça va mieux, que les Québécois comprennent le reste du Canada comme étant pas seulement un monolithe anglophone de plus en plus. C'est chez nos propres voisins, je pense, qu'il reste du travail à faire. Je pense que Marie-Claude a soulevé des bons points. Puis je pense que ça vient rejoindre certains des éléments de la conversation qu'on avait avec Madame Fédération tantôt aussi, par rapport aux jeunes d'immersion qu'on a dans les dernières années en tant que communauté au pluriel. On a surtout parlé de préserver les acquis, on a surtout parlé d'autonomie, et on a très peu parlé de dialogue avec la majorité. Et je pense que c'est peut-être l'un des prochains chantiers sur lequel il faut qu'on se penche. Évidemment, on ne peut pas mettre toutes nos ressources vives à tenter de convaincre la majorité du bien fondé de notre place au sein de la société, là. On n'est pas là pour ça. Mais il y aurait quand même certains efforts à faire supplémentaires, je pense, pour se projeter, pour se faire voir, se faire entendre auprès de la communauté majoritaire. Sheila, est-ce que... Oui, peut-être juste un dernier point rapide. Aussi, quand on parle de conscientisation, je pense que c'est important de penser à l'éducation et au curriculum qui est offert, et que le curriculum ne soit pas juste une traduction d'un curriculum anglophone. On le voit très récemment en Alberta, mais l'importance, je pense, d'enseigner aux gens la place de l'histoire des Canadiens français à travers le pays. Je pense que c'est une histoire très peu connue. Dans le moment, on parle plutôt de l'histoire autochtone et de comment faire reconnaître, mais les deux vont ensemble. Convaincre le fédéraux qu'ils doivent nous traiter différemment et que c'est ça ce qui est nécessaire. Je pense que la façon dont... Bon, je ne suis pas dans la tête de la ministre Joly, là, donc j'y vais avec ce que j'ai l'impression de voir quand je regarde la stratégie qu'elle a utilisée avec l'Ontario, puis ce que je vois qu'elle est en train d'essayer de faire avec le campus Saint-Jean, c'est que du point de vue du gouvernement fédéral, si la province embarque pas, ben le financement du fédéral, au bout du compte, à un moment donné, il va s'épuiser et la communauté va être de retour à la case départ. Hein? Et donc, si on tente, on va dire, on tente d'amadouer le gouvernement provincial en disant, écoute, je vais te donner un coup de main, mais il faut que tu me rejoignes pour un financement pérenne qui va être sur plus qu'une année. Bien, à ce moment-là, non seulement ça décuple
l'impact du financement fédéral, mais ça permet aussi d'assurer que ce financement-là, du jour au lendemain, il ne disparaîtra pas de la part de la province ou du fédéral lorsqu'il y aura un changement de gouvernement. Donc, je pense que c'est ça la stratégie. Je comprends que c'est extrêmement frustrant pour la situation de l'Alberta où on a un gouvernement qui ne semble pas vouloir bouger, mais pas pantoute. Monsieur Kani, je suis certaine qu'il a son 4 millions à quelque part. Là. Ça me semble une aberration de dire non, c'est absolument pas possible pour nous de trouver ces fonds-là pour matcher ce que le fédéral a mis sur la table. Peut-être que si le gouvernement de Jason Kenney ne bouge pas du tout, que la ministre Joly va décider d'investir de toute façon. Mais je comprends que sa voie d'action numéro 1, ça soit un partenariat avec la province, pour toutes ces raisons-là. Par contre, bon, je ne sais pas pour combien de temps est-ce que cette offre-là va être sur la table, mais dans le discours que j'entends de la part de la ministre, puis ce que je vois dans le plan de réforme, j'ai pas l'intention, puis je suis peut-être naïf, je suis peut-être trop optimiste, ce qui serait peut-être une première pour moi. J'ai l'impression que la ministre n'est pas prête à vous laisser tomber, mais qu'elle tente de faire embarquer la province en premier lieu. J'aimerais rajouter aussi qu'il ne faut pas négliger qu'en Alberta, et comme dans toutes les provinces et territoires du Canada, il y a un ministre qui est responsable des langues officielles. Et ces ministres-là, ou de la francophonie, ces ministres-là se rencontrent de façon régulière. Ce ne serait pas mauvais que la ministre Joly aille faire un tour là et aille chercher des appuis auprès d'autres collègues d'autres provinces qui sont pro-francophones pour aller parler à votre ministre responsable des Affaires francophones de la même façon, de parler de premier ministre à premier ministre et d'aller chercher les premiers ministres qui sont plus qui sont capables de vendre de vendre la francophonie canadienne là, ou de vendre l'importance d'appuyer la minorité francophone. Encore une fois, peut-être que c'est de la pensée magique, mais je pense qu'on a quand même des alliés politiques qu'il faut aller chercher. Vous avez des sénateurs très puissants aussi en Alberta, des sénateurs francophones, très francophones et francophiles. Il faut aller chercher ces gens-là pour exercer des pressions politiques auprès de votre premier ministre. Il y a des choses qui sont peut-être évidentes auxquelles on ne pense pas. Alors, moi j'irais davantage du côté branche politique. Là, lancez-moi pas de tomates, okay? Mais l'ancien premier ministre du Canada, Stephen Harper, commençait quand même tous ses discours en français. Okay? Était quand même quelqu'un, et c'est peut-être quelqu'un qui aurait besoin de se remonter une petite crédibilité du côté de la francophonie et qui serait en mesure d'aller frapper sur l'épaule de son ancien ministre pour dire, écoute, là, tu trouves pas que tu exagères un peu. Je dis n'importe quoi, mais je pense qu'à ce point-ci, c'est clair qu'on n'a pas la force comme minorité pour faire une différence pour le vote. Ils peuvent s'en foutre. Mais quand l'appui vient du côté politique, les choses bougent davantage. Alors moi, c'est peut-être l'avenue que je choisirais. Merci. Sheila, est-ce que tu voulais rebondir là-dessus? Oui, Pierre, c'est le vice-président de notre association. Alors, je pense qu'il est pas mal au courant des démarches politiques, mais oui, effectivement, Marie-Claude, il y a eu beaucoup de démarches politiques. On n'a peut-être pas pensé à tous les angles, mais certainement, on a pas mal... on est allé chercher toutes les options possibles avant de décider de prendre de déposer une demande, une poursuite judiciaire contre le gouvernement albertain. Mais ces conversations-là continuent. Je dirais, je suis d'accord avec Stéphanie, je sens qu'il y a une porte ouverte au niveau fédéral, mais la porte semble assez fermée au niveau provincial pour le moment. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc là, je vois Denis dans le chat qui dit « Je dis souvent que le gouvernement Harper n'aimait pas revenir sur ses pas dans bien des dossiers, mais il le fait quant aux communautés de langue officielle en situation minoritaire, notamment pour le PCJ et le recensement. » Donc,
aller chercher le plus d'alliés possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de gens qui sont dans la salle ou commentaires? Est-ce que, mesdames, vous vouliez formuler un petit mot pour conclure les discussions d'aujourd'hui? Oh boy, la lutte continue. C'est une lutte de longue haleine, cette fameuse modernisation de la loi. Si la ministre ne réussit pas à déposer un projet de loi et à faire adopter un projet de loi avant les prochaines élections, faudra voir à ce que la modernisation de la loi demeure sur le parquet des enjeux importants durant la prochaine campagne électorale. Et je pense qu'il faut mentalement se préparer à ça, même si on est écœuré de se battre puis de faire avancer ce dossier-là petit à petit. Puis je fais même pas partie des organismes communautaires, puis je suis fatiguée pour eux, fait que je peux même pas savoir comment eux autres se sentent. Mais ce sera important de pousser nos différents candidats locaux, de pousser les différents chefs de parti pour s'assurer que cet enjeu-là demeure sur le radar et qu'il ne soit pas perdu dans la vague de ce qui risque d'être l'après-COVID, c'est-à-dire qu'on risque de parler surtout d'économie, on risque de parler surtout de retour à l'équilibre budgétaire et de vraiment s'assurer là, que cette fois-ci, ça soit la bonne. Merci, Stéphanie. Moi, j'ai envie de dire, et là, je vais terminer sur une note négative ou pessimiste. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Okay? Moi, j'y crois pas que le projet de loi va être adopté avant les prochaines élections. Pour moi, ça, c'est impossible. Donc, il faut déjà maintenant penser à travailler auprès de continuer d'exercer des pressions auprès des politiciens, auprès des porte-paroles en matière de langues officielles des partis de l'opposition, auprès des chefs de parti, auprès des sénateurs, continuer de faire le travail qu'on fait pour que ça demeure dans l'actualité, okay? Pour que ça demeure dans l'air du temps. Parce que si on laisse tomber, ben, malheureusement, il y aura d'autres priorités qui vont arriver et ça sera pas les nôtres. Ça, c'est très clair. Donc, je crois qu'il faut dès maintenant penser à l'après parce que j'y crois vraiment pas. Le document qu'on a là, c'est un document de départ. Je demeure très frustrée que ce n'est pas un projet de loi dont on discute aujourd'hui, que c'est vraiment juste un document de travail. On n'est pas naïf, là. On sait que le travail ne fait que commencer. En fait, il ne fait pas que commencer, il fait que continuer, je devrais dire. Merci beaucoup, Marie-Claude. Moi, je vais y aller peut-être avec quelque chose de positif. Moi, je suis optimiste et je pense qu'on va voir un projet de loi cette année. C'est ce que je souhaite. Et je dirais juste que je pense que c'est vraiment important d'être unis pour vraiment aller chercher ce qu'on veut. Je pense que la Fédération des communautés francophones acadiennes a fait un beau travail pour essayer de concerter tous nos organismes à travers le pays. Et je pense que c'est important de se rappeler que notre parti politique, c'est la francophonie. Alors, si on peut mettre un peu cette perspective-là, puis aller vraiment chercher des gains là, cette année, je pense qu'on peut se souhaiter. Merci beaucoup à vous trois. Puis ce que je dirais en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, il y a la loi, on souhaite une transformation le plus rapidement possible, mais on veut aussi un discours de personnes influentes qui vont pouvoir véhiculer des projets positifs, montrer à quel point c'est bénéfique pour tout le monde, le bilinguisme, puis d'appuyer la francophonie. Puis comme Marie-Claude le disait, appuyer la francophonie, appuyer les communautés francophones, c'est travailler aussi à plus d'unité, à un pays aussi plus fort, plus en santé. Donc, ça devrait être une aspiration qui est partagée par tous. Donc, merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Jimmy.